Personne n'était revenu pour elle. La base gisait vide sous un ciel sans promesse. Les voyants d'alerte clignotaient en rouge sur les murs de béton, noircis par les impacts de mortier 3 semaines plus tôt. Le vent hurlait à travers les brèches du grillage, charriant une poussière âcre, au goût de cordite et d'abandon. On disait qu'elle n'était que du personnel de soutien. On disait qu'elle ne tiendrait pas 1 heure si le contact avait lieu. Et pourtant, lorsque l'ennemi s'était mis en mouvement, 92 silhouettes glissant dans l'obscurité, elle était toujours là. Sa chevelure blanche tranchait sous la lumière lunaire, le fusil glacé serré contre elle. 8 heures plus tard, la base tenait encore debout. Et tout le monde avait dû apprendre ce qu'il aurait fallu comprendre depuis le début. Ils avaient laissé la mauvaise personne derrière eux. 01 847. La sergente Rebecca Nolan se tenait au centre de FOB Iron Watch et écoutait le silence. Ce n'était pas un silence apaisant. Sur une installation militaire, il ne l'était jamais. Le silence signifiait qu'un problème existait déjà, ou qu'il était imminent. Le convoi était parti depuis 47 minutes. Elle avait regardé le dernier MRAP disparaître dans la brume de la vallée, ses feux arrière avalés par la distance et la poussière. Le capitaine Thomas Reed s'était retourné une seule fois, avait croisé son regard à travers la vitre, puis avait détourné les yeux. Cela lui avait tout dit. Rebecca avait 34 ans, 12 années de service derrière elle, dont 8 comme tireuse de précision. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs à 29 ans. Un blanchiment prématuré, avait expliqué le médecin, probablement lié au stress. Elle avait cessé de les teindre depuis longtemps. Qu'il voie, qu'il se souvienne, le centre opérationnel n'était qu'un ancien conteneur maritime, renforcé de sacs de sable et de plaques d'acier. À l'intérieur, 3 écrans diffusaient une lueur douce, affichant des cartes tactiques désormais inutiles. La radio crépitait de parasites, pas mortes, simplement coupées de tous ceux qui auraient pu répondre. Elle fit le tour du périmètre, ses bottes résonnant sur le béton. FOB Iron Watch dominait Route Atlas, l'axe logistique principal de la région. Sur le papier, c'était une position stratégique. 3 mois plus tôt, 47 soldats y vivaient. Puis l'offensive avait basculé vers l'est. Les ressources avaient été redéployées. La base était devenue un point de passage, puis un simple checkpoint, avant de finir comme une ligne sur une liste de sites à fermer. Rebecca y avait été affectée 6 semaines auparavant. Mission de surveillance, disait-il, garder une route vide. Elle inspecta les tours de garde, nord, sud, est, ouest, toutes offraient de bons angles, des positions de tir solides, des champs d'observation dégagés. Autant d'avantages qui perdaient leur sens lorsqu'on était seul pour les tenir. L'armurerie était verrouillée, mais elle avait les codes. À l'intérieur, elle découvrit ce qu'ils avaient laissé. 3 caisses de munitions de 7,62 mm, 200 cartouches de calibre .50 pour la mitrailleuse de la tour nord, une douzaine de grenades à fragmentation qui auraient dû être évacuées depuis longtemps, et son propre fusil, un M110 réglé de sa main et auquel elle faisait plus confiance qu'à la plupart des gens. Tout le reste avait disparu. Les armes collectives, les équipements de vision nocturne, même les fournitures médicales au-delà du strict minimum. Rebecca transporta 2 caisses de munitions jusqu'à la tour nord et les empila contre le mur. Puis elle fit de même pour les tours est et ouest. La tour sud était trop exposée. Elle l'éviterait, sauf en cas d'absolue nécessité. Le soleil descendait déjà. La température chuterait rapidement après la tombée de la nuit. Elle récupéra sa veste dans la chambrée, vide désormais, hormis son équipement et les fantômes de ceux qui avaient été relevés ou redéployés. Près des latrines, un miroir fissuré lui renvoya son reflet. Cheveux blancs tirés en chignon serré, visage marqué par le soleil et le vent, yeux gris, chargés de trop de faim malheureuse. Elle avait l'air épuisée. Elle l'était. Mais la fatigue n'avait pas encore d'importance. À 19h23, le capteur de mouvement du périmètre se mit à émettre un signal sec. Rebecca se trouvait dans le centre opérationnel, penchée sur des cartes topographiques, éclairées par une unique lampe LED. Elle avait coupé 2 des 3 terminaux pour économiser le carburant du générateur. Impossible de savoir combien de temps il faudrait tenir. L'écran du capteur indiquait une activité sur l'approche sud. Plusieurs contacts. Elle se posta à la fenêtre et balaya la zone avec son télémètre. Rien de visible dans la pénombre croissante, mais les capteurs ne mentaient pas. Quelque chose était là
Et cela se rapprochait. Chiens errants, civils déplacés, ou une équipe de reconnaissance testant les défenses. On lui avait pourtant assuré que le secteur était sûr. Le commandement affirmait que l'ennemi s'était replié à 50 km pour se réorganiser. C'était pour cela qu'ils avaient vidé la base. Pas de menaces, pas besoin de personnel. Les capteurs, eux, hurlèrent le contraire. Rebecca saisit son fusil et monta à la tour nord. À 6 mètres de hauteur, elle bénéficiait d'un panorama complet. Elle scruta le paysage assombri à travers sa lunette, respirant lentement, régulièrement. Un mouvement attira son attention dans la lisière des arbres, à environ 800 mètres. Pas des chiens, trop coordonnés, pas des civils, trop disciplinés. Elle distingua 6 silhouettes avançant en formation décalée, puis 3 autres derrière. Ensuite, elle perdit le compte, les formes se fondant dans l'ombre et la végétation avec l'aisance méthodique de soldats aguerris. La radio grésilla, non pas une voix, mais le signal automatique de détresse qu'elle avait activé. Le baliste transmettait sa position et la situation à toute force a mis à portée. Personne ne répondit, personne n'était assez proche pour entendre. Rebecca Nolan se mit en position de tir, le fusil calé contre les sacs de sable. Elle estima la distance du premier homme, 820 mètres. Vent faible, 3 km/h venant de l'ouest, température en baisse, air sec. Elle pouvait tirer, abattre l'éclaireur, disperser le groupe, gagner quelques minutes précieuses pour renforcer ses positions ou s'échapper. Mais tirer, c'était se dévoiler. C'était confirmer que la base n'était pas vide. Et s'il y avait 9 silhouettes visibles, combien d'autres restaient invisibles? Elle attendit, observa. Les formes avancèrent. 700 mètres. Désormais, elle se dirigeait droit sur la base, sans détour, sans hésitation. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que quelqu'un était encore là. À 600 mètres, ils se séparèrent en 3 éléments. Formation d'assaut classique, 2 groupes de flanc, un axe central, travail propre, méthodique. Le doigt de Rebecca reposait contre le pontet, pas sur la détente, pas encore. 500 mètres, 400. À 350 mètres, elle distingua clairement l'armement dans sa lunette, fusil de type AK, tube de RPG, mitrailleuses alimentées par bandes. Ce n'était pas une patrouille de reconnaissance, c'était une force d'assaut. Et elle venait pour sa base. Rebecca expira lentement, posa son réticule au centre de masse du chef de groupe et prit sa décision. Elle ne fuirait pas, elle ne se cacherait pas. C'était son poste, elle était toujours en service. S'il voulait Fob Iron Watch, il devrait passer par elle. Le premier coup de feu brisa le silence à 19h47, 10 jours plus tôt, poste de commandement de la brigade. Le capitaine Thomas Reed avait examiné la liste des affectations à 3 reprises. Et à chaque fois, il revenait au même point problématique. Fob Iron Watch devait rester occupé, au moins symboliquement, jusqu'à sa fermeture officielle. Mais personne ne voulait envoyer du personnel sur une position destinée à être abandonnée sous 2 semaines. « Et Nolan ?» suggéra le lieutenant Andrew Miller en désignant le tableau des effectifs projeté au mur. Reed fronça les sourcils. « La tireuse d'élite ? Tireuse de précision ?» corrigea Miller. « Elle est actuellement sans affectation depuis la rotation de son équipe. Dossier solide. Tireuse fiable. »« Discrète ?» répéta Reed. Dans le langage militaire, cela signifiait « pas de problème ». Le major Stephen Walsh, officier opération, ne leva même pas les yeux de sa tablette. Nolan fera l'affaire. Une mission de surveillance sur une route vide, c'est dans ses cordes. Il ne se passe rien dans ce secteur de toute façon. Le renseignement indique que l'ennemi s'est replié après l'offensive de janvier. Reed hésita. Envoyer un seul soldat tenir une position conçue pour 40 n'avait rien de rassurant. Mais l'alternative, laisser la base complètement vide, violait toute une série de règlements sur la sécurisation des installations et le contrôle du terrain. « Pour combien de temps ?» demanda-t-il. « 2 semaines maximum, » répondit Walsh. « Ensuite, on l'extrait avec le dernier convoi logistique et on ferme officiellement le site. » Miller consulta le dossier de Nolan. 12 ans de service, déploiements multiples, score de tir constamment au niveau expert, dossier disciplinaire vierge, dossier médical propre, une seule mention. Blanchissement prématuré des cheveux. « Elle est stable, » dit-il. « Elle ne paniquera pas si quelque chose d'imprévu survient. »« Il ne se passera rien, » trancha Walsh. « Le secteur est froid. On se retire parce qu'il n'y a aucune menace, pas parce qu'on bat en retraite.
Nolan reste dans sa tour 2 semaines, rédige des rapports, puis rentre. Mission facile. Reed signe l'ordre, parce que c'est ce que faisaient les capitaines. Ils suivaient les directives des majors, même quand leur instinct hurlait le contraire. 3 jours plus tard, il conduisit lui-même Rebecca Nolan jusqu'à Fob Iron Watch. Elle prononça à peine une quinzaine de mots durant les 2 heures de trajet. À l'arrivée, elle observa la base sans laisser transparaître la moindre émotion. « Vous serez seul ici », lui dit Reed, bien qu'elle le sache déjà. Ravitaillement tous les 4 jours. Contrôle radio 2 fois par jour. Si quelque chose vous semble anormal, vous appelez immédiatement. « Oui, mon capitaine. Le renseignement affirme que la zone est sûre, mais restez vigilante. »« Toujours, mon capitaine. » Il avait voulu ajouter autre chose, lui dire que ce n'était pas une punition, qu'on ne l'oubliait pas. Mais Rebecca s'était déjà détournée, marchant vers la tour de garde, son sac de fusil en bandoulière. Ses cheveux blancs ressortaient vivement sur l'uniforme sable. Elle paraissait minuscule au milieu de la base vide, fragile. Reed repoussa cette pensée et reprit la route vers le quartier général, où une centaine d'autres problèmes réclamèrent son attention, 5 jours avant l'abandon, mardi 16h20. L'ordre de repli d'urgence tomba sans préavis. Des interceptions de communication indiquaient qu'une offensive ennemie majeure se préparait, non pas dans le secteur de Nolan, mais 3 zones plus à l'est. Toutes les unités disponibles étaient redirigées pour renforcer les lignes défensives avant l'attaque. Reed coordonnait le déplacement de 2 compagnies lorsque le lieutenant Miller apparut à sa porte. « Mon capitaine et Fob Iron Watch ?» Reed baissa les yeux sur la carte. La base se trouvait loin de la zone d'attaque prévue, isolée, du mauvais côté de la province. « Laissez-la », déclara Walsh depuis l'autre côté du centre opération. « Nous avons besoin de chaque véhicule et de chaque homme pour la ligne défensive de l'Est, » trancha Walsh. Un seul soldat dans un secteur froid ne justifie pas de détourner des moyens du véritable combat. Miller insista. « Mon capitaine, Rebecca Nolan est toujours là-bas, seule. Et si le renseignement se trompe sur la sécurité du secteur, le renseignement ne se trompe pas, » coupa Walsh sèchement. L'ennemi se déplace vers l'est, pas vers l'ouest. Nolan est plus en sécurité sur place qu'au milieu d'un convoi tentant de nous rejoindre pendant un redéploiement massif. On l'extraira une fois, l'offensive ennemie brisée. Reed fixa la carte. Fob Iron Watch y apparaissait comme un simple point bleu. Un seul soldat, à des kilomètres de tout soutien, entouré d'un terrain capable de dissimuler un bataillon entier. « Appelez-la », ordonna-t-il. « Expliquez-lui la situation. » Miller essaya. 3 fois. À chaque tentative, la liaison échoua. Conditions atmosphériques, distance, panne matérielle, impossible de déterminer la cause. « J'enverrai un hélico dès que la situation se stabilisera », déclara Walsh. « Nolan sait tenir, c'est son travail. » Et ce fut tout. Le convoi quitta la zone ce soir-là, cap à l'est, en direction du grondement lointain de l'artillerie. En s'éloignant de la route menant à Fob Iron Watch, Reed se retourna une dernière fois. Au fond de lui, il savait qu'il commettait une erreur. Mais les ordres restaient des ordres, et la guerre ne s'arrêtait pas pour la sécurité d'un seul soldat. Heure 1. De 19h47 à 20h47. La balle quitta le canon du fusil de Rebecca Nolan à près de 850 mètres par seconde et frappa le combattant en tête de colonne en pleine poitrine. Dans sa lunette, elle le vit basculer en arrière et s'effondrer. Derrière lui, les autres silhouettes se dispersèrent instantanément, se dissolvant dans le terrain comme de la fumée. Le silence retomba. Rebecca manœuvra la culasse, engagea une nouvelle cartouche et balaya le secteur. Rien. Il s'était plaqué au sol avec une rapidité impressionnante. Réaction professionnelle, sans panique. Ce n'étaient ni des miliciens, ni des pillards opportunistes. C'étaient des soldats entraînés. Elle compta jusqu'à 60. Aucun mouvement. Aucun tir de riposte. Puis, simultanément, depuis 3 positions différentes, l'obscurité s'illumina. Des éclairs de bouche jaillirent. Les balles sifflèrent autour de la tour, frappant les sacs de sable et ricochant sur les structures métalliques. Rebecca se laissa tomber derrière le parapet, sentant les vibrations des impacts à travers le béton. Ils avaient triangulé sa position à partir d'un seul tir. Rapide, coordonné, très professionnel. Elle rampa vers le côté opposé de la tour,
puis se redressa juste assez pour viser à travers une ouverture entre les sacs de sable. 2 silhouettes progressaient sur l'axe est, utilisant le couvert avec intelligence. Elle donna 2 pieds d'avance au premier, anticipant son mouvement, et pressa la détente. Il s'écroula. Le second plongea derrière un fossé de drainage. Rebecca bascula son attention vers le sud. 3 contacts avançaient selon une manœuvre de feu et mouvement. L'un couvrait pendant que 2 progressaient, puis ils échangèrent les rôles. Doctrine militaire. Exécutée proprement. Elle visa d'abord l'homme en couverture. Un tir. Il tomba. Les 2 autres se figèrent, leur cadence brisée. Rebecca tira encore 2 fois. Un impact. Un coup manqué. Le survivant disparut dans l'obscurité. 4 neutralisés. Combien restait-il ? Elle quitta la tour nord et sprinta vers la tour est, traversant une zone dégagée, pendant que les balles labouraient le sol derrière elle. L'échelle était exposée, mais elle grimpa à toute vitesse, se hissa et roula dans la position de tir au moment même où des projectiles faisaient jaillir des étincelles sur les barreaux métalliques. De là, elle dominait clairement l'approche sud. Elle compta 8 silhouettes progressant dans la lisière, tentant de contourner sa précédente position. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle se redéploie aussi vite. Rebecca tira avec méthode. 2 coups, centre de masse. Un homme à terre, l'autre se dispersa. Elle corrigea, tira de nouveau, un autre impact. Mais désormais, il savait qu'elle bougeait, qu'elle n'était pas clouée sur place, et il s'adaptait. À 20h15, elle entendit les mortiers, 3 booms lointains, presque feutrés, suivis du sifflement caractéristique de la chute. Elle était déjà en mouvement. Elle dévala l'échelle et courut vers l'abri en béton, près du centre opérationnel. Le premier obus explosa dans le parc véhicule, projetant des éclats contre les parois métalliques. Le second frappa la tour sud, faisant s'effondrer la plateforme supérieure. Le troisième tomba hors du périmètre, sans effet. Des tirs de réglage. La prochaine salve serait plus précise. Rebecca ne leur en laissa pas l'occasion. Elle récupéra 2 grenades à fragmentation à l'armurerie et se dirigea vers la clôture est. À travers les mailles du grillage, elle distingua des mouvements. Une équipe de mortiers en train de se mettre en place à environ 200 mètres. Trop loin pour les grenades. Distance idéale pour son fusil. Elle s'allongea derrière une barrière de béton, régula sa respiration et attendit que les silhouettes se découptaillent sur le ciel. Lorsque l'équipe se redressa pour charger le tube, Rebecca tira 3 fois en rafale contrôlée. Au moins un coup au but. Elle entendit un cri. Le mortier bascula, inutilisé. L'équipe abandonna la position. Aucun autre tir de mortier ne suivit. Petite victoire. Mais cette nuit, elle n'en aurait pas de grande. À 20h47, Rebecca s'était redéployée 4 fois, avait tiré 38 cartouches, confirmé 8 ennemis neutralisés et en comptait 3 autres probables. Il lui restait 162 cartouches de 7,62 mm. Et son corps commençait enfin à payer le prix du mouvement incessant. L'adrénaline ne pouvait repousser l'épuisement que pendant un temps limité. C'est dans la tour ouest que Rebecca Nolan s'immobilisa enfin pour faire le point. L'ennemi s'était replié au-delà de la portée efficace de son fusil. Ils se réorganisaient, jaugèrent la situation. Ils avaient dû s'attendre à investir une base abandonnée ou à balayer une résistance symbolique. À la place, ils avaient perdu près de 10% de leurs effectifs en moins d'1 heure face à une seule défenseuse impossible à fixer. Rebecca consulta les capteurs de mouvement. Des contacts tout autour du périmètre, mais immobiles. Il testait, cherchait les failles, mesurait son temps de réaction. Elle sortit sa gourde et but lentement, s'obligeant à ne pas avaler trop vite. Discipline de l'eau. Discipline de la nourriture. Discipline des munitions. Désormais, tout comptait. À travers sa lunette, elle distingua des faisceaux lumineux dans la zone de rassemblement ennemi. Ils se regroupaient, consolidaient, préparaient la suite. Elle compta les lampes, une vingtaine visibles, probablement davantage hors de son champ de vision. Au moins 30 combattants encore actifs, peut-être 40, et ce n'était que la première heure. Rebecca rechargea son fusil, vérifia ses grenades et se cala dans l'angle de la tour offrant des lignes de tir sur 3 axes. Il reviendrait. Elle le savait. Elle serait prête. De 20h47 à 21h47, la deuxième attaque déboula simultanément de 2 directions, est et nord. Intelligent, la forçait à diviser son attention, créer des angles morts.
Rebecca observa leur progression à travers son monoculaire de vision nocturne. 12 silhouettes à l'est, avançant en ligne décalée. 8 autres, au nord, utilisant le lit asséché d'un ruisseau pour se dissimuler. Elle ne pouvait pas couvrir les 2 axes depuis une seule position. Alors elle allait leur faire croire que si 3 tirs rapides claquèrent en direction du groupe Est. Puis, elle traversa le camp à toute vitesse pour rejoindre la tour nord. Elle y arriva au moment précis où l'élément nord sortait du ruisseau. 4 tirs supplémentaires, 2 impacts. Les survivants se jetèrent à couvert, puis se replièrent vers l'est. Pendant son déplacement, le groupe avait progressé jusqu'à la clôture extérieure. Cette fois, elle engagea depuis le sol, tirant derrière le carter calciné d'un générateur hors d'usage. 3 coups, un impact, 2 ratés, volontaires, espacés, tirés depuis un angle différent de ses précédentes positions. La réaction ennemie changea immédiatement. Des cris, des ordres contradictoires. Leur avance ralentit, hésitante. Ils croyaient affronter plusieurs défenseurs. Rebecca exploita cette confusion sans pitié. Elle se déplaça vers le parc véhicule et tira depuis la fenêtre d'un MRAP endommagé, puis depuis le toit du centre de commandement, puis depuis un spider hole qu'elle avait préparé plus tôt. Une dépression peu profonde protégée par des sacs de sable, parfaite pour un tir discret au ras du sol. À chaque fois, elle variait son rythme. Un coup isolé, puis 2 ou 3 en rafale contrôlée. Parfois, elle laissait passer une minute entière avant de tirer à nouveau, les laissant se demander si le tireur s'était déplacé ou s'il y en avait un autre. L'avancée ennemie se figea complètement. Ils adoptèrent des formations défensives, anticipant des attaques venues de toutes parts. Leurs tirs devinrent erratiques, mal dirigés, visant des ombres, des illusions. Rebecca était en train de créer une garnison fantôme, uniquement par le mouvement et le timing. À 21h18, ils changèrent encore de tactique. Une équipe de feu se rua sur le portail principal sous un déluge de tirs de couverture. 6 hommes, rapides, armes levées. Ils avaient abandonné toute discrétion pour un assaut frontal. Rebecca les laissa approcher. Les laissa croire qu'ils avaient percé. Puis, elle déclencha l'une des grenades à fragmentation qu'elle avait piégées sur la structure interne du portail dans l'après-midi. L'explosion faucha 4 hommes dans son rayon létal. Les 2 autres battirent en retraite, traînant leurs blessés. Les tirs de couverture s'intensifièrent. Mais ce n'était plus de la tactique, c'était de la rage. Ils tiraient là où ils pensaient qu'elle se trouvait, pas là où elle était réellement. Profitant du chaos, Rebecca se redéploya vers la tour est et abattit 2 autres combattants qui s'étaient trop exposés en tirant à l'aveugle. Puis le silence retomba. Épais, anormal, tendu. Rebecca vérifia ses munitions. 118 cartouches restantes, 27 ennemis neutralisés selon son estimation. Et pourtant, ils continuaient d'affluer, s'adaptaient, s'obstinaient. Ils avaient toujours le nombre. Elle avait la position. Et la nuit. Il faudrait que cela suffise. À 21h45, l'ennemi modifia encore son approche. Les assauts directs cessèrent. À la place, ils établirent des positions fixes autour du périmètre et déclenchèrent un tir de harcèlement soutenu. Des centaines de balles s'abattirent sur la base, clouant Rebecca au sol, limitant drastiquement ses déplacements et ses possibilités de riposte. Ils la fixaient. Et cela signifiait qu'ils préparaient autre chose. Rebecca rampa jusqu'au centre opérationnel et consulta les capteurs. Les contacts autour du périmètre restaient en place, mais de nouveaux signaux apparaissaient sur l'axe sud. Des renforts. Elle en avait éliminé 27. Il venait d'en amener assez pour compenser, et davantage encore. Les chiffres tournaient de plus en plus en sa défaveur. Elle rejoignit l'armurerie et dressa l'inventaire de ce qu'il restait, 118 cartouches de 7,62 mm, 12 munitions de calibre .50, 3 grenades à fragmentation, une grenade fumigène, une fusée éclairante. C'était tout. Elle posa les yeux sur la radio qui continuait d'émettre son signal de détresse automatique dans le vide. Personne n'écoutait. Aucune aide n'arriverait. Pas cette nuit, peut-être jamais. Elle aurait pu fuir. Quitter la base, se fondre dans le terrain, survivre. L'ennemi finirait par sécuriser la position, mais elle serait en vie. Mais en fuyant, elle leur laisserait ce terrain. Ils en feraient un point d'appui, une tête de pont pour les opérations à venir.
Ils circuleraient librement dans la vallée, menaceraient les routes de ravitaillement, mettraient en danger des positions amies. Cette base comptait. Pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle empêchait. Rebecca Nolan chargea son fusil, glissa les dernières grenades dans ses poches et remonta vers la tour nord. Fuir n'avait jamais été une option qu'elle envisageait sérieusement. Elle tiendrait aussi longtemps que possible. De 21h47 à 22h47, la balle la frappa à 22h03. Elle changeait de position, un déplacement qu'elle avait déjà effectué une douzaine de fois lorsqu'une rafale automatique l'attrapa en pleine zone dégagée. La plupart des projectiles passèrent à côté. Un seul toucha. L'impact la frappa à l'épaule gauche, juste sous le bord de la plaque balistique. Pas mortelle, mais nette. La balle traversa le muscle et ressortit. Une douleur fulgurante, blanche, irradia instantanément le long de son bras. Rebecca s'effondra, roula derrière un abri et plaqua la main contre la blessure. Le sang jaillit entre ses doigts, chaud, régulier. Pas une artère, elle survivrait, mais son bras gauche était compromis. Chaque mouvement envoyait une décharge électrique à travers son épaule. D'une seule main, elle sortit son kit médical, bourra la plaie de gaz et la fixa avec du ruban qui ne tiendrait pas longtemps. Mais devrait suffire, pas le temps pour un soin correct. L'ennemi avait compris. Il l'avait touché. Ils avançaient. Rebecca saisit son fusil, le cala contre le mur et tira 3 coups à une main en direction des silhouettes qui progressaient. Geste maladroit, instable, mais à courte distance. 3 impacts. L'avance s'arrêta net. Mais elle s'était trahie. Ils l'avaient vue tirer d'une seule main. Ils avaient vu qu'elle favorisait le côté droit. Ils savaient désormais, elle était blessée, seule, à court de munitions. Et elle saignait. À 22h19, Rebecca était de retour dans la tour nord, luttant pour maîtriser les tremblements de ses mains. Le choc s'installait. Pas encore total, mais les prémices étaient là. Le froid qui gagnait les extrémités, les sons étouffés, lointains. Elle but de l'eau, se força à avaler une barre protéinée sortie de son paquetage, malgré l'absence totale d'appétit. Le corps avait besoin d'énergie, même quand l'esprit refusait de manger. Son épaule pulsait. Chaque battement de cœur déclenchait une nouvelle vague de douleur. Le saignement était contrôlé, mais les dégâts où elle restait. Le bras fonctionnerait à peine. Il ne serait pas fiable. Elle passa son pistolet en arme principale pour le combat rapproché et conserva le fusil pour les tirs précis. S'adapter. Survivre. Par l'ouverture de la tour, elle vit l'ennemi reculer une fois de plus. Pas une retraite, une consolidation. Elle leur avait infligé des pertes sévères. Ils devenaient prudents. Et prudent signifiait patient. Il pouvait attendre pendant qu'elle se vidait de son sang, pendant que ses munitions diminuaient, pendant que l'épuisement l'écrasait. Le temps était désormais leur arme. Dans ce silence tendu, les souvenirs remontèrent. Rebecca avait 7 ans quand ses cheveux avaient commencé à blanchir. Pas progressivement. Presque du jour au lendemain. Une grippe violente, une fièvre si élevée qu'elle aurait dû être hospitalisée. Et lorsqu'elle retomba, des mèches blanches strièrent de ses cheveux bruns, comme du givre. À 9 ans, toute sa chevelure était blanche. Les enfants l'appelaient le fantôme, la sorcière, la vieille. Elle avait appris à ignorer les moqueries, mais ignorer ne signifiait pas que ça ne faisait pas mal. Son père, militaire de carrière, 2 missions pendant la guerre du Golfe, l'avait fait asseoir un soir, après une journée particulièrement difficile à l'école. « Les gens voient d'abord ce qui est différent », lui avait-il dit. Ce qui sort de l'ordinaire. Mais différent ne veut pas dire faible. Parfois, c'est même plus fort. Il faut simplement leur montrer comment. En restant debout, quand tout le monde s'attend à te voir tomber. Il était mort 3 ans plus tard, d'une crise cardiaque lors d'un exercice d'entraînement. Elle s'était engagée à 18 ans. Un peu pour lui rendre hommage, un peu pour se prouver quelque chose à elle-même. Et 15 ans plus tard, elle était là, seule sur une base vide, blessée, en infériorité numérique, toujours debout, exactement quand on s'attendait à ce qu'elle tombe. Certaines leçons s'enracinent profondément. À 22h41, l'ennemi tenta une autre approche, la guerre psychologique. Une voix au fort accent s'éleva depuis l'obscurité au-delà du périmètre. « Tu es seul, tu es blessé, nous le savons, rends-toi maintenant, nous te laisserons vivre. » Rebecca ne répondit pas, ne bougea pas. « Tu te bats bien, nous respectons cela, mais tu ne peux pas gagner. Combien de balles te reste-t-il ? Combien de temps peux-tu tenir ? » Silence. « Les tiens t'ont abandonné.
Ils se moquent que tu vives ou que tu meurs. Pourquoi mourir pour eux ? Rebecca aligna son fusil vers la source de la voix. 800 mètres. Tir difficile dans l'obscurité, mais possible. Elle ne tira pas. Mieux valait leur laisser croire qu'elle hésitait, les laisser penser que leurs mots faisaient effet. La voix continua encore 1 minute, puis se tut. 10 minutes plus tard, ils attaquèrent de nouveau. Assaut en 3 axes, engagement total. Ils avaient compris que parler ne fonctionnerait pas et que la patience leur coûtait trop cher. Rebecca les accueillit par un feu précis, mesuré, implacable. Elle avait changé de position pendant qu'ils parlaient, utilisant leur tentative de persuasion comme couverture. Lorsqu'ils frappèrent le portail principal, convaincus qu'elle se trouvait encore dans les tours, Rebecca était en réalité dans le parc véhicule, avec un angle de tir parfait sur leur flanc. 4 hommes tombèrent avant qu'ils ne comprennent ce qui se passait. Elle se déplaça aussitôt. Encore. Cette fois sur le toit du centre de commandement, d'où elle les prit dans un nouveau feu croisé, 2 autres pertes. Ils se replièrent enfin, frustrés, éprouvés, en sang. Bilan rapide, 71 cartouches restantes, forces ennemies estimées, environ 65 encore, opérationnelles. Les chiffres devenaient de plus en plus défavorables. Mais elle était toujours là, toujours en train de se battre. Et la base tenait encore, de 23h47 à 00h47. Quelque part autour de minuit, ils commencèrent à lui donner un nom. Rebecca l'entendit par bribes, à travers les communications radio ennemies qu'elle surveillait sur une fréquence capturée. Des voix dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Mais un mot revenait sans cesse, biprisque, ou quelque chose d'approchant. Elle ignorait sa signification exacte, mais le ton ne trompait pas. Peur, incertitude, superstition. Ils avaient vu ses cheveux, cette masse blanche éclatante sous la lune. Ils l'avaient vue apparaître et disparaître à travers la base, comme une chose qu'on ne pouvait ni atteindre, ni fixer. Elle avait tiré depuis des positions qu'ils jugeaient impossibles à rejoindre aussi vite. Elle avait abattu leurs hommes depuis des angles imprévisibles. Et elle était toujours là, heure après heure, alors que, selon toute logique, elle aurait dû être morte ou en fuite depuis longtemps. Alors ils lui avaient donné un nom, le fantôme blanc. Rebecca esquissa un sourire dur. Qu'ils aient peur, la peur était une arme comme les autres. À 00h12, elle les entendit se disputer. Les échanges radio devinrent plus nombreux, plus vifs. Des voix tendues, des désaccords. Elle n'avait pas besoin de traduction pour comprendre. Ils débattaient, continuer l'assaut ou se retirer. Ils avaient perdu plus de 30 combattants face à une seule défenseuse. L'orgueil exigeait qu'ils aillent jusqu'au bout. Le pragmatisme murmurait que le prix devenait trop élevé. Rebecca décida de peser sur leur décision. Elle avait économisé les munitions de calibre Pan 50 pour la mitrailleuse montée dans la tour nord. 12 cartouches seulement, trop précieuses pour être gaspillées, mais à cet instant, l'impact psychologique comptait davantage que l'efficacité tactique pure. Elle grimpa dans la tour nord, découvrit la mitrailleuse lourde et engagea la bande. À travers la vision nocturne, elle distingua clairement leur zone de rassemblement. Véhicules, stock logistique, éléments de commandement. Elle ne visa pas les hommes, elle visa un camion-citerne. La balle de .50 traversa le réservoir comme du carton. Le carburant jaillit, s'enflamma au contact d'un élément chaud du moteur et le véhicule explosa dans une boule de feu qui illumina la nuit comme un soleil miniature. Des explosions secondaires suivirent lorsque les munitions stockées à proximité commencèrent à cuire. Des silhouettes coururent en tous sens, découpées par les flammes. Rebecca tira encore 4 cartouches de Pan 50 dans le chaos. Pas pour tuer, pour détruire. Équipement, approvisionnement, infrastructure. Lorsqu'elle cessa le feu, la zone de rassemblement brûlait, et les communications radio ennemies s'étaient entues. Puis, lentement, les voix revinrent. Le ton avait changé. Ce n'était plus une dispute. C'était une décision. Ils restaient. Ils avaient trop investi pour se retirer maintenant. L'affaire devenait personnelle. Parfait. Des ennemis en colère commettaient des erreurs. À 00h31, Rebecca découvrit qu'ils avaient infiltré la partie sud de la base. Son attention avait été monopolisée par les axes nord et est, là où la pression était la plus forte. Ils avaient profité de cette distraction pour faire passer une petite équipe par le périmètre sud endommagé. Tactique classique, bien exécutée. Elle les repéra lorsqu'un capteur de mouvement interne s'activa.
6 silhouettes à l'intérieur du périmètre, progressant vers le centre de commandement. S'ils atteignaient le bâtiment, ils contrôleraient les positions dominantes et l'intérieur de la base. La position serait perdue. Rebecca avait environ 90 secondes. Elle attrapa ses 3 dernières grenades palombroises à fragmentation et sprinta à découvert vers l'entrée arrière du centre de commandement. Les balles la poursuivaient, l'équipe d'infiltration l'avait repérée. Elle atteignit l'abri avec quelques secondes d'avance. Le groupe se positionnait déjà à l'entrée principale. Empiler, forcer, nettoyer, procédure standard. Rebecca arracha la goupille de la première grenade, compta 2 secondes, puis la lança à travers l'interstice de la porte au moment précis où ils se regroupaient à l'extérieur. Elle se jeta au sol, tandis que l'explosion secouait le bâtiment. Cris, désordre. Elle lança la seconde grenade avant qu'ils ne puissent reprendre leurs esprits. Lorsque la fumée se dissipa, 4 des 6 étaient à terre. Les 2 autres s'enfuirent vers le périmètre. Rebecca sécurisa le centre de commandement, fouilla rapidement les lieux. Aucun autre infiltré. Ses mains tremblaient violemment, surcharge d'adrénaline. Elle força sa respiration à ralentir, compta jusqu'à 10, reprit le contrôle. Sa blessure à l'épaule s'était rouverte. Le sang imbibait le pansement improvisé. Elle le refit, utilisant son dernier rouleau de ruban médical. Munitions restantes, 47 cartouches. Heure, 0h43. Elle se battait depuis plus de 5 heures. Et ils étaient toujours là, toujours en mouvement, toujours décidés à revenir. De 00h47 à 01h47, l'aube était encore loin. L'aube, assise dans la tour nord, le dos calé contre les sacs de sable, Rebecca fixa longuement les munitions qui lui restaient. 47 cartouches dans le fusil. Un chargeur de pistolet de 15 coups. Une grenade fumigène. C'était tout ce qu'il lui restait. Plus de grenades à fragmentation. Plus de munitions de calibre, ou un scant. Plus de plans de secours, plus d'astuces, quand ses balles seraient tirées, il ne lui resterait qu'un fusil vide à manier comme une massue. Elle pouvait encore partir, se glisser hors du périmètre ouest, là où la présence ennemie était la plus faible, se dissoudre dans le relief, survivre, revenir un autre jour. Rebecca Nolan observa la base autour d'elle. Elle était méconnaissable, tours éventrées, bâtiments noircis, équipements pulvérisés, et pourtant, elle tenait encore. Sur le mât du centre de commandement, le drapeau flottait toujours, déchiré, criblé d'impact, mais debout. Cette position contrôlait Route Atlas. Si l'ennemi s'en emparait, il couperait les ravitaillements de 3 positions avancées et d'un centre civil. Des centaines de personnes en paieraient le prix. Des opérations entières seraient compromises. Une base, une route, une nuit. Ça comptait. Rebecca engagea son dernier chargeur plein dans le fusil. Elle avait fait ce choix. Pas l'abandon qu'on lui avait imposé, mais le fait de rester, c'était le sien. Elle se leva, épaula son arme et rejoignit une position de tir. Si elle devait mourir cette nuit, ce serait debout. À 01h03, ils lancèrent l'assaut final, tous les combattants restants. Engagement total, aucune subtilité, aucune manœuvre, juste une masse écrasante dirigée vers un objectif unique, prendre la base ou mourir en essayant. Rebecca les vit apparaître à environ 300 mètres, une vague de silhouettes, 40, peut-être plus, avançant en ligne de tirailleurs à découvert. Ils avaient renoncé aux approches prudentes, c'était de la rage pure. Un pari sur le nombre. Elle se cala, régla sa respiration, et commença à tirer. Un coup, une cible, puis la suivante. Le recul du fusil frappait son épaule valide, l'autre hurlait de douleur, mais elle l'ignora. Discipline, précision, économie du feu. Elle tira 23 cartouches en 2 minutes, pas en rafale. Elle ne pouvait pas se le permettre. Chaque tir était réfléchi, mesuré. Centre de masse, cibles à fort rendement, 14 impacts, 14 ennemis à terre. La vague hésita, se brisa, se reforma. Ils revinrent. Rebecca tira ses 24 dernières cartouches de grenade de fusil, 18 impacts supplémentaires, puis le chargeur se vida. Elle le laissa tomber, dégaina son pistolet et attendit qu'il réduise la distance. Ils atteignirent la clôture à 01h19. 40 avaient lancé l'assaut. 16 avançaient encore, blessés, enragés, mais toujours debout. À 15 mètres, Rebecca ouvrit le feu au pistolet. Visée ouverte, distance courte. Elle en toucha 8 avant que la glissière ne se bloque en arrière. Vide, 8 restaient. Elle se jeta derrière un abri tandis que les balles déchiraient l'air à l'endroit exact où se trouvait sa tête une seconde plus tôt.
Elle saisit son fusil vide, le retourna, agrippa le canon comme une batte. Ils franchirent le portail, 4 entrèrent. Rebecca les affronta dans le parc véhicule, un espace confiné. Champ de tir réduit, combat rapproché, là où le nombre comptait moins que la violence de l'action. Elle balaya le premier d'un coup de crosse en pleine mâchoire. Il s'effondra. Le second leva son arme, mais elle était déjà à l'intérieur de sa garde. Elle enfonça la crosse dans sa gorge. Il tomba en suffoquant. Les 2 derniers se jetèrent sur elle en même temps. Elle ne pouvait pas bloquer les 2. L'un saisit son épaule blessée. La douleur explosa, blanche, absolue. Rebecca cria, mais continua de se battre. Elle enfonça son coude dans son visage, arracha son fusil et l'utilisa contre le 4e, tirant une rafale à bout portant. Les 2 s'effondrèrent. Rebecca resta debout au centre du parc véhicule, haletante. Du sang coulait de son épaule. Une douzaine de coupures nouvelles zébrèrent sa peau sans qu'elle se souvienne de les avoir reçues. Ses oreilles bourdonnaient, sa vision ondulait. 4 ennemis restaient à l'extérieur. Elle les entendait approcher. Plus de munitions, plus de force, plus d'options, mais elle tenait encore. À 01h34, les 4 derniers combattants pénétrèrent dans la base. Rebecca les attendait dans le centre de commandement. Elle avait barricadé la porte avec des meubles, créant un couloir mortel. Lorsqu'ils entreraient, ce serait leur dernier combat. Aucune retraite. Dans sa main valide, elle tenait un couteau de combat. Il paraissait dérisoire, insuffisant. Mais il devrait faire l'affaire. La porte trembla. Des ordres claquèrent à l'extérieur. Ils se préparaient à forcer l'entrée. Rebecca s'accroupit derrière un bureau renversé, l'âme prête, et attendit. La porte explosa vers l'intérieur. 2 silhouettes surgirent, armes levées. Rebecca se projeta sur eux, sans illusion de victoire, avec la rage de quelqu'un qui se battait seul depuis 6 heures et refusait d'abandonner. Elle percuta le premier, planta le couteau vers sa poitrine. Il para. Ils roulèrent ensemble. Son partenaire tenta de tirer, mais n'avait pas d'angle dégagé. Rebecca se battit avec tout ce qui lui restait. Dents, coudes, désespoir. Puis des coups de feu éclatèrent. Pas depuis l'intérieur du centre de commandement. De l'extérieur, armes différentes, cadences différentes. L'homme qu'elle affrontait tressaillit violemment. Le sang jaillit de son dos. Son partenaire pivota vers la porte extérieure et fut fauché par une rafale soutenue d'armes automatiques. Rebecca recula en trébuchant. Désorientée, hébétée. De lourdes bottes martelèrent sur le béton. Des voix retentirent en anglais, un anglais américain, net et maîtrisé. Secteur gauche sécurisé, secteur droit sécurisé. Amis dans le centre de commandement, cessez le feu. Rebecca abaissa lentement son couteau. Des silhouettes en équipement de l'armée américaine envahirent la base, prenant position avec efficacité, neutralisant les 2 derniers combattants ennemis qui tentèrent de s'enfuir. C'était terminé. Elle avait tenu la ligne jusqu'à l'arrivée des renforts. La base était toujours debout. 001 H47, arrivée de l'équipe d'extraction. Le capitaine Thomas Reed fut le premier à franchir la porte du centre de commandement. Il s'arrêta net. Devant lui, Rebecca Nolan. Cheveux blancs collés par le sang et la poussière. Visage tuméfié, tailladé. Bras gauche pendante, inutile. Le couteau toujours serré dans sa main droite, derrière elle, le centre de commandement n'était plus qu'un champ de ruines. Les murs étaient criblés d'impacts. Une fumée âcre flottait encore dans l'air. « Nolan !» murmura Reed, sa voix se brisa sur son nom. Rebecca le fixa sans dire un mot. Elle n'arrivait pas encore à accepter que ce soit réel, que quelqu'un soit vraiment revenu. « Mais Dick !» cria Reed. Puis plus doucement, pour elle seule, « C'est fini, tu es en sécurité, on est là. » Rebecca hocha lentement la tête. Elle reposa le couteau, tenta de se lever et échoua. Ses jambes cédèrent enfin. Reed la rattrapa et la guida jusqu'au mur où elle s'assit lourdement. Le médecin arriva aussitôt, commença à évaluer ses blessures. Rebecca ressentait à peine ses gestes. « Ils disaient que le secteur était sûr, » parvint-elle à dire. Le visage de Reed se durcit. « Je sais, le renseignement s'est trompé. Quand on n'a pas réussi à te joindre par radio, j'ai forcé la décision pour envoyer une équipe d'extraction immédiate. On est arrivé aussi vite que possible. » Rebecca leva les yeux. « Combien ? Une pause ? Combien d'entre eux ?» Reed se tourna vers le lieutenant Andrew Miller, qui coordonnait le ratissage du périmètre avec l'équipe de sécurité. La voix de Miller était basse quand il répondit « 64 ennemis confirmés neutralisés. 28 blessés qui ont fui vers le sud, laissant des traces de sang.
92 contacts au total. Reed regarda Rebecca, incrédule. Tu as affronté 92 combattants ennemis, seul, pendant 8 heures. Rebecca ferma les yeux. Le chiffre semblait irréel, abstrait, impossible. Pourtant, la preuve était partout. Les corps, les douilles, les traînées de sang, la destruction. J'avais la position, dit-elle simplement. Eux, ils avaient le nombre. Au cours des 2 heures suivantes, pendant que les médecins traitaient de ses blessures et que l'équipe d'extraction sécurisait Fob Iron Watch, l'ampleur réelle de ce qui s'était produit apparut clairement. L'ennemi avait planifié une opération majeure. Le renseignement s'était lourdement trompé. Il ne s'était pas replié, il s'était repositionné pour lancer une offensive. Fob Iron Watch devait être leur premier objectif, une prise stratégique destinée à servir de base pour des opérations ultérieures. Ils avaient engagé 92 combattants, convaincus d'écraser une résistance symbolique ou d'occuper une position abandonnée. À la place, ils étaient tombés sur Rebecca Nolan, 64 morts, 28 blessés, mission totalement échouée, les éléments survivants s'étaient dispersés, leur capacité offensive brisée avant même d'avoir commencé. Tout cela parce qu'un seul soldat avait refusé d'abandonner son poste. Reed retrouva Rebecca assise sur le capot d'un véhicule d'extraction. Son bras était en écharpe, des pansements frais recouvraient les blessures accessibles. Elle fixait la base, les dégâts, les cicatrices du combat, les corps en cours d'identification et d'évacuation. « Le commandement veut te proposer pour la Medal of Honor, » dit Reed. Rebecca secoua lentement la tête. « Je n'en veux pas. Tu as tenu une base entière contre une force de taille bataillonnaire pendant 8 heures. Tu mérites une reconnaissance. »« J'ai tenu mon poste, » répondit-elle. « C'est le travail. C'est ce que nous faisons tous. » Reed resta silencieux un instant. « Alors pourquoi ne pas avoir évacué ? Quand tu as compris combien ils étaient, tu aurais pu partir. Personne ne t'en aurait tenu rigueur. » Rebecca leva les yeux vers lui. Ses yeux gris étaient fatigués, lointains. Cette position comptait. Si j'étais parti, ils l'auraient prise. Ils s'en seraient servis. Des gens seraient morts parce que j'aurais fui. Tu as failli mourir. Failli ne compte pas. Elle désigna la base, puis le drapeau, toujours en place malgré tout. Ce qui compte, c'est que ce soit encore à nous. Reed n'eut rien à répondre. 3 jours plus tard, Fob Crossfire. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre dans tout le réseau militaire. Le fantôme blanc, la défense solitaire, la femme qui avait tenu une base face à une armée. Les détails se déformèrent à chaque récit. Certains parlaient de 300 ennemis, d'autres affirmaient qu'elle avait tout fait au couteau. La vérité était déjà suffisamment impressionnante, mais ce n'était pas elle qui fascinait, c'était l'image. Une femme aux cheveux blancs, seule dans une tour de garde, fusil à la main, refusant de céder. Quelque chose d'intemporel, une figure de légende projetée dans une guerre moderne. Rebecca détestait cela. Elle avait été transférée à FOB Crossfire pour soins et débriefing. Son épaule guérirait, mais une rééducation serait nécessaire pour retrouver toute sa mobilité. Les coupures et contusions étaient superficielles. L'épuisement, profond mais surmontable. La tension, en revanche, était insupportable. Chaque soldat voulait la rencontrer, lui serrer la main, entendre l'histoire de sa bouche. Le commandement insistait pour des interviews, des distinctions officielles, une couverture médiatique. Elle refusa tout, sauf le débriefing. Elle répondit aux questions avec précision, sans enjoliver. Elle n'accepta aucun éloge qui lui semblait excessif. « Vous êtes une héroïne », lui lança un jeune lieutenant enthousiaste aux messes. « J'ai fait mon travail », répondit Rebecca. « Ce n'est pas de l'héroïsme, c'était la norme. » Mais le surnom resta le fantôme blanc. Il la suivait partout, dans chaque conversation, chaque regard, chaque interaction. Impossible d'y échapper. 2 semaines après la bataille, le major Stephen Walsh fut relevé de ses fonctions. L'enquête conclut que son analyse du renseignement avait été gravement négligente et que sa décision de laisser Rebecca Nolan seule à FOB Iron Watch violait plusieurs protocoles concernant la sécurité minimale des forces. Il avait privilégié la commodité à la sécurité d'un soldat. Il serait traduit devant une cour martiale. Le capitaine Thomas Reed témoigna lors de l'audience préliminaire. Il décrivit l'ordre de laisser Nolan sur place, ses objections, la manière dont elles avaient été écartées. Il fut blanchi de toute faute. Mais le poids de la culpabilité resta. Il alla voir Rebecca à l'hôpital de Fob Crossfire. «
J'aurais dû insister davantage, lui dit-il. J'aurais dû exiger ton extraction immédiate. Rebecca était assise dans son lit, un livre ouvert sur les genoux. Elle leva les yeux vers lui avec cette expression neutre qui la caractérisait. « Tu as suivi les ordres. C'est le travail. Des ordres qui ont failli te tuer. Des ordres que j'ai survécu. » Elle referma le livre. « Thomas, je ne t'en veux pas. La décision venait de bien plus haut que toi, et tu es revenu me chercher dès que tu as pu. C'est ça qui compte. » Reed hocha lentement la tête. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Rebecca haussa les épaules, la valide. « Rééducation, retour en service, trouver un poste où je serai utile. Tu pourrais aller n'importe où, après ça, toutes les unités te prendraient. Je ne veux pas de traitement de faveur. Je veux travailler. » C'était la réponse la plus Rebecca Nolan que Reed pouvait imaginer. Certains se battaient pour la gloire, d'autres pour la reconnaissance. Rebecca se battait parce que le travail devait être fait, et qu'elle était capable de le faire, simple, direct, rare. 4 mois plus tard, cérémonie de remise de décoration. Rebecca se tenait au garde-à-vous dans son uniforme de parade, tandis que le commandant de division accrochait la Silver Star à sa poitrine. Pas la Medal of Honor. Elle avait refusé cette nomination jusqu'à ce qu'un compromis soit trouvé. La cérémonie fut brève, discrète, exactement comme elle l'avait souhaité. La citation fut lue « Bravoure exceptionnelle et intrépidité face à l'ennemi », alors qu'elle servait comme tireuse de précision à Fob Iron Watch. Face à une force ennemie écrasante, la sergente Nolan avait maintenu sa position et conduit des opérations défensives avec une compétence et une détermination remarquables, permettant la défense d'une installation stratégique et la défaite d'un ennemi numériquement supérieur. Un langage sec, administratif. 8 heures d'enfer résumées en quelques lignes. Après la cérémonie, Rebecca quitta son uniforme de parade pour reprendre une tenue de combat standard. Son épaule avait suffisamment récupéré. 90% de mobilité selon les médecins, suffisant pour reprendre le service. Elle rejoignit son nouveau poste, instructrice au centre d'entraînement au tir de l'armée à Fort Black Ridge. On voulait qu'elle apprenne aux jeunes soldats à tirer juste, mais surtout à penser sous pression, à s'adapter, à tenir quand tout poussait à fuir. Ce soir-là, Reed la trouva en train de faire son pactage. « Instruction, dit-il, sur, fixe, probablement mortellement ennuyeux pour toi. » Rebecca esquissa un léger sourire. « Peut-être que l'ennui est exactement ce dont j'ai besoin. Tu l'as mérité. » Il hésita, puis posa la question qui le hantait depuis des mois. « Est-ce que tu regrettes, un temps, d'être resté à Iron Watch, d'avoir combattu au lieu de partir ?» Rebecca réfléchit sérieusement. « Non, si j'étais parti, la base tombait. Il l'utilisait comme point d'appui. Les opérations étaient perturbées. Des gens mouraient. Le calcul était simple. Tu as failli mourir. Mais je ne suis pas morte. » Elle ferma son sac, le passa sur son épaule valide. « Thomas, je ne suis pas restée parce que je suis suicidaire ou stupide. Je suis restée parce que ça comptait, parce que quelqu'un devait le faire, et que c'était moi qui étais là. » Elle le regarda droit dans les yeux. La plupart des gens n'auraient pas fait ce choix. La plupart des gens ne sont pas soldats. Elle marqua une pause. Tu es revenu me chercher. Tu aurais pu m'effacer, prioriser l'opération globale. Tu ne l'as pas fait. Nous avons tous les deux fait des choix cette nuit-là. Le mien attire juste plus d'attention. Reed acquiesça lentement. Pour ce que ça vaut, je suis content que tu t'en sois sorti. Moi aussi, répondit-elle simplement. 6 mois plus tard, centre d'entraînement au tir. Rebecca se tenait sur le pas de tir, observant un groupe de nouvelles recrues lutter avec leurs fondamentaux. Trop tendus, trop pressés, trop obsédés par la vitesse au détriment de la précision. « La respiration », lança-t-elle. « Contrôlez votre respiration. Le fusil se moque de la vitesse. Il se soucie de la qualité. » Une recrue, une jeune femme aux cheveux foncés, nerveuse, arrachait la détente à chaque tir. Ses impacts s'éparpillaient loin du centre de la cible. Rebecca s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu te bats contre le fusil. Arrête. Laisse-le faire ce pourquoi il est conçu. Toi, tu ne fais que le guider. »« J'essaie, » répondit la recrue, frustrée. « Essaie moins. Réfléchis plus. » Rebecca se mit en position avec une aisance acquise par l'expérience. Respiration, position, alignement des organes de visée,
Pression sur la détente, 4 étapes, toujours les mêmes. Sous pression, ce sont les fondamentaux qui te sauvent parce qu'ils deviennent automatiques. Elle tira, impact groupé plein centre. La recrue réessaya, se forçant à ralentir. Mieux, pas parfait, mais mieux. Des progrès, dit Rebecca. C'est tout ce que l'on peut demander, des progrès. La nuit, il arrivait parfois à Rebecca de conduire jusqu'au stand de tir et de rester seule dans l'obscurité. Les souvenirs d'Iron Watch ne la hantaient pas. Pas vraiment. Mais ils étaient toujours là, juste sous la surface. Ces 8 heures qui avaient à tout changer, et rien à la fois. Elle avait reçu des lettres, des dizaines, de soldats qui avaient entendu l'histoire et voulaient la remercier, de civils qui disaient y avoir trouvé de l'inspiration, de journalistes en quête d'interviews. Elle n'avait répondu à aucune. L'histoire n'était pas le sujet. Elle avait déjà été déformée, amplifiée, transformée en autre chose. Les gens voulaient une légende, une héroïne, un symbole. Rebecca Nolan n'était qu'une soldate qui avait fait son travail dans des circonstances extrêmes. Rien de plus, rien de moins. Un soir, Thomas Reed lui rendit visite. Il avait été promu major et affecté à un poste d'état-major au quartier général de division. Il la trouva sur le pas de tir en train de nettoyer son fusil, le même M110 qu'elle avait utilisé à Iron Watch. « Tu l'as gardé », remarqua-t-il. « Il fonctionne. Pourquoi remplacer ce qui fonctionne ?» Ils restèrent un moment en silence, regardant le soleil disparaître derrière les montagnes. Finalement, Reed parla. « Ils enseignent ta défense à l'académie. » Rebecca leva un sourcil. « Les tactiques que tu as utilisées, l'illusion de défenseurs multiples, la gestion des munitions sous contact prolongé, ça devient une référence doctrinale. » « Ce n'était pas de la doctrine, répondit-elle, c'était de l'improvisation. » Reed esquissa un sourire. « La meilleure doctrine commence souvent comme ça. » Il marqua une pause. « La base a été officiellement renommée. » Rebecca se tourna brusquement vers lui. « Quoi ? Fob Iron Watch s'appelle désormais Firebase Hayes. Ils n'ont pas le droit. C'est déjà fait. Officiel. » Il la regarda calmement. « Tu as tenu quand tout le monde était parti. Ça mérite d'être reconnu. » « Je ne veux pas que mon nom soit donné à une base. Ce n'est plus une question de ce que tu veux, » répondit Reed doucement. « C'est une question de ce que ça représente pour les autres. » Il désigna le stand de tir, les silhouettes des jeunes soldats au loin. « Tu as montré qu'un seul soldat, au bon endroit, avec la bonne détermination, pouvait changer l'issue d'un combat. Ça compte. » Rebecca resta silencieuse longtemps. « Je n'étais pas spécial, » dit-elle enfin. « N'importe quel soldat entraîné aurait pu faire la même chose. » Peut-être, mais c'est toi qui l'as fait. Toi qui es resté debout. 2 ans plus tard, Rebecca Nolan quitta le service actif avec le grade de sergent-chef. Elle refusa toutes les opportunités de promotion qui l'auraient éloignée du terrain au profit de fonctions administratives. Elle devint instructrice civile au tir, travaillant aussi bien avec l'armée qu'avec les forces de l'ordre. Le travail était plus calme, moins spectaculaire, mais il avait son importance. Chaque élève qu'elle formait était quelqu'un qui, un jour peut-être, se retrouverait face à son propre moment décisif. La légende du fantôme blanc s'estompa peu à peu. De nouvelles histoires apparurent, de nouveaux noms. L'institution militaire continua d'avancer, comme toujours. Mais Firebase Hayes portait toujours ce nom. Et parfois, de jeunes soldats entendirent l'histoire, souvent embellie, rarement exacte, et demandaient à leurs instructeurs si elle était vraie. Les instructeurs répondaient « Oui, une femme a réellement tenu une base seule pendant 8 heures face à des forces écrasantes. Les détails varient, mais l'essentiel est vrai. » Et parfois, ils ajoutaient « Elle enseigne encore. Si vous avez de la chance, vous vous entraînerez peut-être avec elle un jour. » Ces soldats-là écoutaient toujours un peu plus attentivement en cours, essayaient un peu plus fort aux exercices, voulaient prouver quelque chose à cette femme discrète aux cheveux blancs, qui ne criait jamais, mais inspirait un respect absolu. Rebecca vivait simplement. Un petit appartement près du centre d'entraînement. Aucune décoration, sauf une seule photographie. Le drapeau de Fob Iron Watch, déchiré et criblé d'impact, flottant encore au-dessus du centre de commandement. Elle ne conservait pas cette image comme un trophée, mais comme un rappel de ce que le devoir exige, du prix de tenir sa position, et de la raison pour laquelle cela vaut quand même la peine. Les soirs tranquilles, elle s'asseyait sur son balcon avec une tasse de café
et regardait le soleil se coucher. Aucun regret, aucun doute. Elle avait fait ce qu'il fallait faire. Elle était restée quand d'autres avaient fui. Elle avait tenu la ligne, c'était suffisant. Parfois, très rarement, elle rêvait encore de cette nuit-là. Le poids du fusil, les lumières rouges clignotant dans l'obscurité, les vagues interminables d'ennemis qui continuaient d'avancer, le moment où les munitions s'étaient épuisées et où seule la volonté restait. Elle se réveillait sans peur, avec une satisfaction calme. Elle avait été mise à l'épreuve jusqu'à sa limite absolue, et elle avait tenu. Le reste n'était que des détails. 20 ans plus tard, le général de division à la retraite Thomas Reed assista à une conférence d'histoire militaire. Un jeune capitaine y présentait une étude sur les opérations défensives en guerre asymétrique. Le cas analysé, Firebase Hayes, la défense de l'ancienne FOB Iron Watch, un soldat. 92 ennemis, 8 heures, une démonstration de la manière dont la position, la détermination et la compétence pouvaient compenser une infériorité numérique écrasante. Reed écouta l'exposé et esquissa un léger sourire. Le capitaine avait correctement rapporté la plupart des faits. Certains détails étaient faux, gonflés par le temps et par les récits successifs, mais l'essentiel, lui, n'avait pas changé. Après l'exposé, quelqu'un posa la question. Qu'est-il arrivé à la sergente Nolan ? Est-elle encore en vie ? Le capitaine ne le savait pas. Thomas Reed, lui, le savait. Ils étaient restés en contact au fil des années, des cartes de Noël, de rares appels. Rebecca n'avait jamais recherché l'attention, mais elle avait accepté l'amitié. Elle avait 71 ans désormais. Elle enseignait encore, moins souvent. Elle tirait toujours, même si son épaule la faisait souffrir les jours de froid. Elle vivait toujours simplement, sans cérémonial, sans mise en scène, toujours debout, à sa manière. Reed ne répondit pas à la question. Rebecca avait gagné le droit à sa tranquillité. Que la légende existe sans elle, qu'on laisse la femme vivre sans être sans cesse ramenée à ce qu'elle avait fait. Celle qui avait tenu la ligne n'avait plus besoin de validation. Elle avait déjà prouvé tout ce qui comptait. La dernière leçon. 3 ans avant la conférence, Reed était allé rendre visite à Rebecca chez elle. C'était l'anniversaire de la bataille, 27 ans jour pour jour. Et il avait pris l'habitude de passer la voir à cette période. Elle l'avait invité à entrer, lui avait servi du café. Il s'était assis dans le petit salon, baigné par une lumière d'après-midi filtrant à travers des rideaux simples. L'appartement était exactement comme il l'imaginait, fonctionnel, propre, sans souvenir militaire affiché, à l'exception d'une seule photographie. « Est-ce que tu y penses encore ?» avait-il demandé ce soir-là. Rebecca avait réfléchi avec soin. Elle le faisait toujours. Parfois, mais pas comme les gens l'imaginent, pas des traumatismes, pas des cauchemars. Plutôt comme on se souvient d'un service difficile, quelque chose qui est arrivé, qui a demandé toute mon attention, mais qui appartient au passé. C'était plus qu'un service difficile, avait répondu Reed. Tu as tenu face à 92 combattants pendant 8 heures. Elle avait haussé les épaules. La situation était ce qu'elle était. J'avais l'entraînement, j'avais la position. J'ai utilisé les deux. Le résultat parle de lui-même. Reed avait secoué la tête, toujours étonné, même après toute autant de ces années, par sa capacité à réduire l'extraordinaire à une simple logique. La plupart des gens auraient fui. La plupart des gens n'étaient mais pas à ma place. Moi si. Alors j'ai fait ce qu'il fallait. Puis elle avait ajouté, chose rare, « Mon père m'a appris que « différent » ne voulait pas dire « faible ». Que rester debout quand les autres s'attendent à te voir tomber, c'est ça montrer sa force. Cette nuit-là, je pense plus à lui qu'à l'ennemi. Je me demande s'il aurait été fier, si j'ai honoré ce qu'il essayait de m'enseigner. Il l'aurait été, avait dit Reed sans hésiter. Il aurait été immensément fier. Rebecca avait souri, un vrai sourire, rare, sincère. Alors ça suffit. Ils étaient restés là ensuite, en silence, buvant leur café, regardant l'après-midi décliner. Reed était reparti avec le sentiment d'avoir assisté à quelque chose d'important, sans parvenir à mettre des mots dessus. Peut-être la compréhension que la vraie force ressemble souvent à une paix discrète, que les actes de courage les plus profonds n'ont pas besoin d'être répétés ni célébrés. Ils existent, c'est tout. Comme Rebecca, comme la ligne qu'elle avait tenue, dernière image. À l'aube, une vieille femme aux cheveux entièrement blancs se tient sur un stand de tir. Dans ses mains, un fusil usé,
mais entretenue avec un soin irréprochable. Elle se met en position avec une aisance acquise par des décennies d'expérience. Malgré l'arthrose qui raidit ses doigts, malgré cette vieille blessure à l'épaule qui n'a jamais tout à fait guéri, elle respire, elle vise, elle tire, plein centre, tir parfait. Derrière elle, de jeunes soldats observent en silence. Ils ne connaissent Billy pas son nom, ils ignorent donc son histoire, mais ils reconnaissent quelque chose dans sa manière d'être, une confiance forgée par l'expérience, une compétence née de la nécessité. L'un d'eux demande à son instructeur « C'est qui cette femme ?» L'instructeur esquisse un léger sourire. « Quelqu'un qui est resté debout quand tout le monde a fui. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » La vieille femme abaisse son arme, vérifie la chambre, puis quitte le pas de tir sans un mot. Elle n'a pas besoin de reconnaissance, elle ne cherche pas la gloire. Elle a tenu la ligne quand cela comptait. Tout le reste n'est que du bruit. Certaines leçons s'enracinent profondément. Certains soldats ne cessent jamais vraiment de monter la garde. Et certaines histoires, les vraies, les importantes, n'ont pas besoin d'ornement. Elles tiennent debout, toutes seules, exactement comme elles.